France Inter. It's morning edition from NPR News. Produce gente en la radio. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde. Ce soir, c'est un jour entre Cuba et les États-Unis. They come in from all over. They come through Mexico, but they come in from Asia. They come from all over. They know I'm going to build a military so strong, so powerful, that nobody's going to mess with us anymore. Bonsoir Edel Rodriguez. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On a mis la voix de Donald Trump pour entamer cette conversation. Elle date de novembre 2015 parce que ceux qui ne voient pas qui vous êtes à l'évocation de votre nom vont vite comprendre. Ils ont probablement en tête des unes que vous avez signées. Vous êtes artiste illustrateur. Il y a notamment cette image très épurée de Donald Trump qui est devenue iconique en train de fondre à la une de Time Magazine. Il y a aussi celle où il tranche la tête de la Statue de la Liberté. C'était à la une de Der Spiegel. Et c'est fondamental parce que dans le livre que j'ai là sous les yeux, qui s'appelle Warm, une odyssée américano-cubaine, vous racontez votre vie d'exilé, mais en vous lisant, on comprend que s'il n'y avait pas eu Donald Trump, peut-être que vous n'auriez même pas raconté votre propre histoire. That's correct, but I would tell another story. Okay. Exact, mais je raconterai une autre histoire. I would tell. I was telling the story. Je racontais cette histoire being an immigrant in America. Étant un immigré aux États-Unis. J'ai réfléchi à ce livre il y a 10-12 ans. J'ai commencé à travailler là-dessus, j'ai interrogé ma famille, et en travaillant sur ce livre, j'étais impliqué dans des activités politiques aux États-Unis. Et le livre a cru, et il est devenu plus long, et je pense plus intéressant à cause de ça. Ce qui est fascinant, c'est sur la fin, mais c'est vraiment là que vous nous emmenez, c'est le parallèle que vous faites entre Trump et Castro, notamment sur des choses très précises, la manipulation de l'information, les fameuses vérités alternatives de Donald Trump, et ce qu'on vous faisait croire aussi lorsque vous étiez à Cuba. Tout ça vous semble très proche de la propagande castriste, ce qui est quand même très fort. Yes, there are similarities. Oui, il y a des ressemblances. Beaucoup des choses que Trump dit ont été dites par Castro. C'est ce qui m'a réveillé et ça m'a fait me rendre compte que des choses que les gens qui vivent en Amérique n'ont pas compris, comme c'était le cas pour moi. Et moi, je pense que j'étais vraiment dans une position unique pour le dire. Dire des choses comme la presse est l'ennemi du peuple, c'est ce que Castro aurait pu dire. Appeler des gens larves. He would call them escoria, which is scum. Et il les appelait aussi escoria, c'est-à-dire de l'écume, dans le sens méchant du terme. C'est ce que Trump a dit il y a 3 mois. Les immigrants, il les appelait vermine. Donc c'est la langue des dictateurs, c'est la langue de quelqu'un qui veut être un homme fort. Quand j'ai vu ça, j'ai dit il faut que je sois plus impliqué dans mon travail. Vous dites dictateur, vous dites dans votre livre un tyran complotant pour prendre le contrôle du pays. Moi, ce qui m'intéresse, Edel Rodriguez, c'est ce mot que vous avez utilisé. Vous avez dit, je me suis réveillé. Qu'est-ce qui vous avait endormi jusque-là ? J'ai toujours fait un travail politique, mais c'était c'était des commandes pour le New York Times, pour le New Yorker, pour illustrer un récit. Et puis j'ai senti que fallait pas que j'illustre seulement les récits de quelqu'un d'autre, mais que je raconte ma propre histoire par mes images et par mon livre. Être beaucoup plus direct, en fait, que ce que les médias faisaient. On regarde les médias tout le temps et on voit comment ils normalisent Trump. Ils normalisent ce qui se passe dans l'aile droite fasciste des États-Unis. Et ça ne peut pas être normalisé. Il y a un point où les médias doivent devenir plus actifs pour défendre la démocratie et la liberté de parole. Et je ne pense pas qu'ils le fassent suffisamment aux États-Unis. Ils sont trop concentrés sur les taux de lecture ou d'écoute, sur la popularité. Et ils montrent beaucoup Trump. Ils parlent beaucoup de lui parce que ça leur donne beaucoup de public. Vous dites d'ailleurs qu'on est arrivé à un point désormais, et c'est bien ce que vous vouliez, j'imagine, c'est le moment où les artistes parviennent à influencer le récit et non pas le suivre. Vous ne vous contentez pas d'illustrer, encore une fois, en tout cas, c'est pas ce que vous voulez. Yeah, I think that was the idea. Oui, c'était l'idée.
Si je n'avais pas parlé à cette époque-là, en 2015-2016, eh bien, il y aurait 25 couvertures de Trump présidentiable, qu'a l'air chouette, quoi. Et ça, je voulais pas. Je voulais interrompre ce narratif des médias autour d'un nouveau candidat à la présidence. Et je pense qu'avec mon travail, j'ai évité que Trump soit sur une vingtaine de couvertures de magazines et qu'il ait l'air bien. Mais il parle jamais de mes couvertures à moi. Il ne les montre pas. En tant qu'artiste, il faut s'exprimer, exprimer ses opinions et on espère que votre opinion sera vue par d'autres. Je veux pas qu'on oublie ce qui fait aussi l'essentiel de votre livre, Edel Rodriguez. On va revenir à Donald Trump dans un petit instant, mais quand même, la raison pour laquelle votre histoire vous revient en mémoire, c'est parce que, et c'est bien ce que vous racontez, vous avez fait partie, vous qui êtes cubain, de cette vague d'exilés qu'on a appelé l'exode Mariel, parce que vous êtes parti d'un port à Cuba qui s'appelait Mariel, à une époque où Castro virait littéralement ceux qu'il considérait comme des contre-révolutionnaires. C'était le cas de vos parents, partis dans des conditions qui sont extrêmement difficiles, partis comme de la vermine, c'est comme ça qu'on vous appelait, c'est comme ça que disait Castro. Des parents courageux qui savaient se jouer du système, mais votre père allait être dénoncé, envoyé en prison, et c'est pour ça que vous partez avec rien dans les mains. Yes, my parents were seeing things. Mes parents voyaient les choses se produire dans la culture et vraiment qu'il y avait un effet sur leurs enfants. Ils l'ont vu très très tôt. Moi, j'aurais dû aller probablement aller à l'armée, être soldat dans un système qu'ils n'aimaient pas. J'aurais pu être envoyé en Angola. On envoyait beaucoup de soldats en Angola pour se battre en Afrique. Et ma sœur avait 6 ans de plus que moi. Donc, ils ont vu, lorsqu'elle allait déjà au lycée, que si elle tombait pas à 100% dans le système, elle ne pourrait pas travailler. Et donc tout ça s'ajoutait. Et dans le même temps, mon père était un peu entrepreneur et il le regardait de très près parce qu'il pensait qu'ils avaient un état d'esprit trop business et il l'aimait pas. Et c'était pas permis à Cuba. Et toutes ces pressions ont fait que mes parents ont senti que on peut plus rester ici. Et c'était une chose très risquée à faire, particulièrement pour une famille normale avec des enfants à la maison. Parce que c'est un épisode qu'on a un peu oublié dans l'histoire, mais effectivement, à ce moment-là, Castro autorise que vous partiez. On est en plein milieu de la guerre froide. C'est une fenêtre de 1980 seulement. On vous dit, vous pouvez partir. Vous êtes dans des espèces de camps. Vous prenez le bateau après. C'est ça, les conditions de votre départ. Oui, on a quitté notre maison avec rien. Ils ont tout pris. Ils ont pris la maison, la voiture, toutes les choses, toutes nos affaires. On n'avait même pas de papier. On n'avait pas de carte d'identité. Ils les ont embarqués aussi. Donc on est arrivé aux États-Unis. On est arrivé avec les vêtements qu'on avait sur le dos et qu'on portait déjà depuis 14 jours. Et on a commencé une nouvelle vie. Ce que j'ai trouvé très émouvant en vous lisant, pour l'illustrateur, l'artiste que vous êtes devenu, c'est que l'un de les premières choses que vous voyez quand vous arrivez en Floride, votre regard se pose sur les affiches. Et au lieu de voir des affiches de propagande, des affiches communistes, vous voyez de la pop culture. Et c'est ça votre premier contact avec les États-Unis. Yes, the change was dramatic. Oui, le changement était dramatique. D'une propagande constante, des portraits du Che, de Fidel. Et la première des choses que j'ai vues quand je suis arrivé, à quel point tout était blanc, propre, tout était nettoyé, par comparaison avec mon petit village de fermier. Oui, il y avait les logos de Pepsi, de Coca-Cola, et toutes ces choses, quand vous mettez tout ça ensemble, le monde américain, ça a beaucoup influencé mon travail. Vous racontez que vous poussez en Floride, comme beaucoup d'autres, vous allez partir faire des études à New York, vous faites votre vie. À quel moment, Edel Rodriguez, vous êtes frappé par le fait que dans votre dessin et dans votre travail, il faut faire de la politique, avant même Trump, il faut influencer, il faut être cette voix-là. À quel moment vous vous dites, je ne peux pas être juste un illustrateur qui fait des jolies choses? I think it was in high school around Je crois que c'était au collège
quand j'avais 15-16 ans. Quand j'en ai appris plus sur l'histoire et sur les autres artistes et sur le mouvement des droits civiques aux États-Unis, certaines de mes premières affiches portaient sur les droits civiques. Martin Luther King et d'autres personnages de la sorte. Oui, j'ai senti et j'ai pensé que plutôt que faire des natures mortes, l'art pouvait avoir plus de puissance, plus d'intérêt si on l'utilise pour essayer de faire avancer les idées de justice sociale. Et dans le même temps, j'essayais de comprendre aussi ce qui m'arrivait à moi, pourquoi j'étais là. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à lire l'histoire, à découvrir les raisons pour lesquelles ma famille avait quitté Cuba. Et quand on grandit, et quand votre vie est affectée par la politique à ce point-là, et ça vous affecte beaucoup, ça vous fait beaucoup plus vous intéresser à ce sujet. À quel moment vous le trouvez, le personnage de Trump qui est devenu iconique aujourd'hui, donc pour les gens qui nous écoutent, vraiment on voit son visage, on reconnaît sa mèche de cheveux, on voit sa bouche qui est ouverte et qui crie, comme souvent Trump crie, mais il n'y a pas de regard, il n'y a pas de nez non plus. À quel moment vous comprenez que votre image iconique, ce sera celle-là ? C'était au début de 2016. Je le regardais, je disais, je ne veux pas dessiner ce mec, mais il faut que je le fasse. Et quand on ne veut pas dessiner quelque chose et qu'il faut le faire, on trouve des façons d'enlever les choses que vous ne voulez pas regarder. Je ne voulais pas regarder ses yeux, donc je l'ai enlevé. J'en ai pas besoin. Et tout ce que j'ai vu, c'est un type à la télé qui hurle sans cesse. Donc la bouche, c'était important. Donc mon premier dessin, c'était une bouche hurlante et un toupet en feu. Et j'ai commencé à développer tout ça un petit peu plus. Et puis après, j'en ai fait une hydre à 3 têtes de Trump. Et en mettant cela sur l'Internet, 8 mois plus tard, Time Magazine m'a appelé pour faire une couverture de Trump. Et ce que le rédacteur en chef artistique a dit, je t'ai suivi, et je savais qu'ils n'allaient pas le faire d'eux-mêmes, il fallait que je leur mette sous les yeux. Et ils m'ont dit, est-ce que tu peux faire quelque chose comme ça pour nous? J'ai dit, oui, pas de souci. Et je l'ai fait en 2 ou 3 jours. Je l'ai envoyé et je pensais que ça serait pas publié, je pensais que c'était trop fort, c'était au milieu des primaires. Et je me suis réveillé un matin, 2 jours après, et c'était publié. Je recevais beaucoup de messages des médias, et c'est comme ça que ça s'est produit. Et peut-être que c'est parce que il y a cet épisode Trump, que ça a tellement polarisé l'Amérique, et aujourd'hui encore, que on accepte vos unes, qu'on y va, et qu'on y va franchement. Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose a changé dans la caricature, dans l'art et la politique, depuis que Trump est arrivé aux États-Unis? Est-ce que vous avez bougé ces lignes-là? C'est très difficile de savoir à quelle mesure vous avez influencé les choses, mais je pense que ça donne aux gens un peu plus de courage pour y aller, pour s'avancer, se découvrir. Pas tellement parmi les artistes, parce que les artistes, ils y sont déjà, mais dans les médias, oui, c'est... Peut-être que eux aussi prendront le risque, parce que moi je l'ai pris. Et moi j'ai eu un retour de gens qui m'envoyaient des messages. Ah, merci de faire ça. Je sens que je ne suis plus seul. Et des insultes aussi, j'imagine, non? Ah ouais. J'ai reçu beaucoup de courriers de haine. Je crois que ça se produit chaque fois que vous êtes dans l'œil du public, mais je l'ai mis dans mon livre. Un jour, je ferai ça, je ferai quelque chose avec ça. Je les ai publiés, ces lettres de haine. Juste une dernière question, Edel Rodriguez, c'est à la fin de votre livre, et vous dites « Pendant une grande partie de ma vie, je me suis senti déplacé, suspendu entre 2 pays, 2 langues et 2 cultures. Quitter mon pays a changé la vie, mais ce n'était pas mon choix. J'ai été ballotté comme un bateau sur la mer, et pourtant, pendant toutes ces années, j'avais fini par accepter ma vie d'Américain. Aujourd'hui, je me sens à nouveau à la merci de ces vents. » Est-ce que vous l'êtes toujours? Ça veut dire que vous êtes toujours un homme inquiet pour votre pays, l'Amérique, pour la démocratie dans votre pays aujourd'hui?
That is one of the most difficult things to have to face. C'est la chose la plus difficile à laquelle il faut faire face en tant qu'immigrant, qui était très fier de venir en Amérique. Je sens le danger là à chaque élection, parce que nous ne savons pas ce qu'il va se passer lors de la prochaine élection. Si Trump le remporte, ça sera mauvais. Et s'il perd, ça sera mauvais aussi, parce qu'il n'abandonne pas facilement. Et c'est pas seulement lui. C'est sa façon d'être qui a pénétré la culture et les autres personnels politiques. Donc, les autres voient qu'il réussit, donc ils font comme lui. Même s'il part, ça restera. Et vous savez, le 6 janvier, c'était un des moments les plus qui nous faisait le plus peur en Amérique. Et des choses comme ça peuvent se reproduire et ça continuera. Ça s'appelle Warm, une odyssée américano-cubaine signée Edel Rodriguez et c'est publié chez Bayard Graphique. Merci beaucoup, merci vraiment de votre passage chez nous. Et merci aussi à vous, Michel Zlotowski. Thank you. Et la suite, ce soir, c'est un retour en Israël sur le site de la Rave Party à quelques jours du 7 octobre. Et puis Kevin Dufresne avec une affaire de perroquet en Argentine, Franck Maddevon avant les élections tunisiennes, Stéphane Jourdain et ChatGPT et la littérature. Le tour de la planète continue, les amis, il passe par Raleigh en Caroline du Nord, qui est sous l'eau en ce moment, avec Corday, Summer Drop, dans la playlist de France Inter. Poppin' with the church's Pentecostal candy painted, new Impala spinners on it, plus hydraulics. Nike sweatshirts, picking pockets small, hopping, renting, copping, we ain't got no getting on the summer drive. I'm in my other drop, from beanies to buckets, $100 in my polo socks. Remember when summer drive, we was at Uncle Spot, 3 to 3 with nothing to do but wrestle and slap box. Back when the summer drop, you would cut me for practice. By 9th grade, my 360 waves was splashing, saving up the cash to get some food that's platinum. Fat boy with braces, A1s and glasses. When the summer dropped, I wanted to make beats and rap. My big brother said I need the MPC for that. Next summer I was cooking up a Easter batch, egg salad sandwiches, I used to fiend for that. When the summer I got cash and blew it that hot, back on tour, I guess I'm going overseas for that. When the summer dropped, poppin' with the church's Pentecostal candy painted, new Impala spinners on it, plus hydraulics. Summer drive, Nike sweatshirts, picking pockets small, hopping, renting, copping, we ain't got no. When the summer dropped, I worked at the barber shop. I swept up the hair from under the chair, couldn't talk a lot. I saved up the whole summer, that's how I got school clothes. I bought some Pumas and some fake chains that was fool's gold. What you know about those hot summers, no air condition. My got rare ambition, but pain and pair division. I done lost so many homies in summers I cherish living. Nobody cared to listen, they suffer from their decisions. Never hit that 7-Eleven on Benning Road while wearing them trendy clothes. Pick up like gimme those, 'tis the season. They robbing and scheming to knock your block out. Just make sure you safe when it's hot out. Le reportage d'un jour dans le monde ce soir est en Israël. Nous sommes à quelques jours du 7 octobre et les familles israéliennes, qu'elles le veuillent ou non, replongent dans cette journée où tout a basculé. Vous allez rencontrer Adva Gutman. Sa sœur Tamar était sur le site du Festival Nova. Elle a cru un moment qu'elle pouvait être en vie et puis ses espoirs ont vite été éteints. Tamar fait bien partie des 1200 Israéliens et binationaux assassinés par le Hamas. Thibault Lefebvre avait rencontré Adva il y a presque un an quand elle espérait encore. Il l'a retrouvée il y a quelques jours sur le site de la fête et c'est lui qui raconte. C'était le 15 octobre. Adva déambulait, un peu perdue, dans les locaux à Tel Aviv de ce qui était en train de devenir le forum des familles d'otages. Ma sœur a disparu. On ne sait pas où elle est et on ne sait pas comment elle va. Une semaine avant, le jour du drame, Adva avait échangé une dernière fois avec Tamar. Le matin où ça s'est passé, je lui ai parlé. Elle m'a dit qu'il y avait une attaque terroriste sur la route, qu'elle était encore au festival et qu'elle ne pouvait pas en sortir. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle trouve un moyen pour ouvrir une carte et voir dans quelle direction elle pouvait aller pour se cacher. La dernière chose qu'elle m'a dite, c'est qu'elle me préviendra quand elle sera sortie de là.
Et après, notre connexion a été interrompue. On ne sait pas si elle est blessée, morte ou entre les mains du Hamas. 347 jours plus tard, Adva est revenue sur le site du festival pour se recueillir devant la photo de Tamar. Le portrait souriant de sa sœur est accroché au bout d'un bâton, au milieu des visages des 363 autres victimes du festival Nova. La piste de danse est devenue un mémorial à ciel ouvert. Chaque mort a son petit hôtel avec des drapeaux, des guitares, des peluches ou des vêtements. Je suis revenue 2 fois ici avant. C'est vraiment difficile pour moi d'être là. Adva est en deuil. Elle revient presque 1 an après le massacre sur cette insupportable attente qui aura duré près d'1 mois. Pendant 27 jours, on a cherché ma sœur. Mais au bout de cette période, l'armée a trouvé une vidéo issue des caméras des terroristes du Hamas où on voit que ma sœur a été assassinée. On peut voir son corps avec ceux de 2 de ses amis sur la route. Ils baignent dans leur sang. Mais l'armée n'a pas retrouvé son corps. Quelques jours plus tard, ils sont revenus ici et ils ont trouvé des os qui lui appartenaient. C'était très dur. Et 1 an après, quand on voit la souffrance que doivent affronter les familles d'otages et les otages eux-mêmes, c'est très difficile à dire, mais je pense qu'il vaut mieux être mort qu'otage. C'est un fait. Elle a eu beaucoup de chance de mourir et de ne pas être enlevée. Le mémorial du festival Nova est à seulement 5 km de la bande de Gaza. La guerre dans l'enclave continue et l'artillerie israélienne est toujours à pied d'œuvre. Je n'appelle pas à la vengeance. Je ne veux pas de vengeance. Je suis une docteure. Je veux que les gens vivent. Même un terroriste. Je veux vivre en paix, mais surtout je veux vivre. Le terrorisme, c'est une idée. La guerre est une idée qui continue à vivre dans la bande de Gaza. Et c'est difficile de combattre une idée. Il y a encore quelques mois, Adva participait aux manifestations et aux opérations de sensibilisation du Forum des otages. It's really hard for me emotionally because it was a place of hope for me and now it's really hard. Mais c'est devenu aujourd'hui trop dur, dit-elle. Le forum était un lieu de rencontre et d'espoir. Elle a beaucoup donné de son temps et de sa personne et elle n'a aujourd'hui qu'une envie. Now I'm a little bit focusing on my family. Retrouver ses proches et définitivement tourner la page. Thibault Lefebvre pour le reportage. Merci beaucoup. Dénicher l'actualité internationale passée sous les radars comme chaque soir, c'est la tâche de Kevin Dufresne. Et nous sommes d'abord en Argentine, Kevin, avec ce bruit incessant. Qui est le quotidien des 5000 habitants d'Hilario Ascasubi, envahis depuis plusieurs années par des perroquets, de très beaux oiseaux, verts, rouges ou jaunes, mais là ils sont surtout devenus très nuisibles. Ils sont désormais plus nombreux que les habitants. Alors il y a le bruit, bien sûr, les fientes aussi, et même des dégradations. Ils coupent parfois les fils électriques, ce qui cause des coupures de courant. Il y a de quoi devenir fou. Alors qu'est-ce qu'ils font là ? Eh bien c'est la conséquence de la déforestation des collines qui entourent la ville. Résultat, ils se rapprochent des villes pour trouver de la nourriture, de l'eau et un abri. S'ils partent l'été vers la Patagonie pour se reproduire, ils reviennent sans cesse à Hilario tous les automnes. Pour les biologistes, il n'y a qu'une solution, restaurer leur environnement naturel, mais évidemment, ça peut prendre beaucoup de temps. Et nous voici au Japon avec une explosion. Oui, ça s'est passé hier sur le tarmac de l'aéroport de Miyazaki, tout au sud de l'archipel. Sur les images vidéo, on voit un grand panache de fumée noire d'un seul coup et des débris. Personne n'a été blessé. Aucun avion ne se trouvait à cet endroit au moment de l'explosion. Il s'agissait d'un obus américain de 250 kilos datant de la Seconde Guerre mondiale qui a donc explosé plus de 80 ans après, formant un cratère de 7 mètres de diamètre tout de même. La piste en elle-même n'est pas touchée. La bombe se trouvait sous une voie de circulation le long de la piste. Ça a quand même provoqué l'annulation de 80 vols, le temps de sécuriser et réparer la zone. Le ministère des Transports a ouvert une enquête. Pour l'instant, aucune explication sur ce qui a pu provoquer l'explosion. Et puis nous sommes au Vatican qui licencie. Un homme et une femme, un mari et une épouse surnommés
les Roméo et Juliette du Vatican par les médias italiens. On parle ici de 2 employés de la Banque du Vatican. En août, ils se sont mariés, sauf que depuis avril dernier, c'est formellement interdit par le règlement de l'institution. Alors début septembre, la Banque du Vatican leur donne 1 mois pour décider lequel de 2 va démissionner pour que l'autre puisse garder son travail. Réponse, aucun des 2 refus catégorique du couple de sacrifier qui que ce soit. Mardi, ils ont donc été licenciés tous les 2. Décision difficile, dit la Banque dans un communiqué. L'Institut pour les œuvres de religion, tel est son nom officiel, a mis en place cette règle pour éviter les conflits d'intérêts, le népotisme, alors qu'elle a été éclaboussée par de nombreux scandales ces dernières décennies. Le couple a même écrit au pape en personne pour dénoncer une situation qu'elle dit injuste et ça n'a donc pas suffi. Jamais de relation dans le travail. Kevin, c'est la morale. Je passe mon temps à vous le dire. Allez, vous partez en passant par l'Australie avec Geoffrey Gurumul. C'est un musicien australien indigène qui a chanté avec Elton John en 2008, qui a même chanté avec Sting dans Taratata, figurez-vous. C'est pas mal. Chez l'ami Nagui, la chanson s'appelle Oui, Atul, elle date de 2009. Il s'appelle Geoffrey Gurumul. Vous êtes sur France Inter et dans Un jour dans le monde à 18h49, c'est Franck Madvon. How dare you? The world has changed. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Franck, la Tunisie doit voter dimanche pour élire son président. Kais Saied, en pleine dérive autoritaire, devrait conserver son poste. Et ce soir, vous nous dites pourquoi ce scrutin est une mascarade. Il y a 5 ans, Fabienne, personne n'a vu venir la dérive autocratique de Kais Saied. Ce constitutionnaliste austère, méconnu du grand public, a alors remporté une victoire écrasante à la présidentielle, 73% des voix. Il a profité des circonstances, notamment l'incarcération de son principal adversaire, Nabil Karoui, pour détournement de fonds, mais il a aussi su proposer aux Tunisiens un projet séduisant, loin des partis politiques méprisés par le peuple, lutte contre la corruption, éloge de la probité, de l'autorité. Depuis, Saied, 66 ans, est devenu l'hyper-président. En 2021, il limoge son gouvernement, suspend le Parlement et s'arroge les pleins pouvoirs. Un coup d'État, disons-le. 1 an plus tard, il réforme la Constitution pour sceller ce nouveau régime. Le texte est adopté par référendum et
tant pis si la participation dépasse à peine les 30%. La dérive autoritaire, Franck, touche tous les secteurs de la société. Oui, Sayed prive de leur pouvoir tous les corps intermédiaires, la justice, les partis, les syndicats, la presse. Le principal mouvement d'opposition, Ennahda, islamo-conservateur, est une cible de choix. Une cinquantaine de cadres du parti ont été arrêtés depuis 2021, dont son chef, Rached Ghannouchi. Ennahda avait pourtant soutenu Kais Sayed au second tour de la présidentielle il y a 5 ans. Le nouveau régime tunisien s'attaque aux libertés publiques, aux espaces de contestation, presque un retour aux années Ben Ali, le dictateur viré par son peuple au début du printemps arabe en 2011. Et Kais Sayed a donc verrouillé la présidentielle. Une quinzaine de candidats s'étaient présentés face à lui. Seuls 2 pourront concourir dimanche. Le premier, Ayashi Zamel, a été condamné cette semaine à 12 ans de prison. Il aurait falsifié des parrainages nécessaires pour postuler, parrainages par ailleurs très difficiles à obtenir. Le second, Zouer Magzaoui, est un nationaliste pan-arabe qui a soutenu le putsch de Sayed il y a 3 ans, autant dire un faire-valoir. La campagne est inexistante. Notre envoyé spécial en Tunisie, Isabelle Labéry, me racontait tout à l'heure qu'il n'y a pas de meeting, pas d'affiche électorale. Les rares journalistes qui avaient accepté de lui parler y renoncent pour ne pas aggraver leur cas. Seul enjeu du scrutin, la participation, 11% seulement lors des législatives en début d'année. Les Tunisiens, en clair, se détournent de la politique. Et Sayed cherche des boucs émissaires pour justifier les problèmes économiques du pays. A commencer, Fabienne, par les immigrés. Son régime montre du doigt les Africains qui traversent la Tunisie pour fuir vers l'Europe. Des milliers d'entre eux ont été expulsés vers le désert. Beaucoup sont morts. L'Union européenne a sa part de responsabilité. Elle paye la Tunisie pour réduire le flux migratoire. Un accord a été signé l'an dernier avec Sayed. Des figures de la lutte pour les droits de l'homme signent cette semaine une tribune qui condamne l'indifférence des démocraties occidentales. L'Europe ferme les yeux sur les dérives du régime Sayed, de peur que la Tunisie ne se jette dans d'autres bras, ceux de la Russie, de la Chine ou de l'Iran. Voilà une très mauvaise raison pour ne pas dénoncer cette présidentielle truquée, énième trahison de la révolution de 2011. Franck Madvon, c'est jeudi, la tech la première, c'est Stéphane Jourdain. France Inter, le 18-20. Et vous nous parlez, Stéphane, d'une polémique qui met en péril un concours d'écriture très populaire dans le monde. Peut-on ou non s'aider de ChatGPT pour produire de la littérature ? C'est toute la question. Et oui, Fabienne, plus que 27 jours avant le début du Nano. Donc le Nano ? Le Nano ou NaNoWriMo, National Novel Writing Month, challenge d'écriture né à San Francisco en 1999, dont la hype s'est diffusée un peu partout dans le monde pendant le Covid. Como participar do NaNoWriMo? Traduzindo é o mês nacional da escrita de romance. Wie läuft ein NaNoWriMo? Und an alle, die jetzt denken... Saviez-vous que vous étiez capable d'écrire un livre en 30 jours? Non? Ben moi non plus. Pourtant, c'est le principe du NaNoWriMo. Alors derrière ce nom bien chelou se trouve un concept sympa. Ma che cos'è questo NaNoWriMo di cui tutti gli scrittori stanno parlando in questo momento? Alors, le principe du Nano est simple, écrire un roman de 50 000 mots, 150 pages, en 30 jours pendant le mois de novembre. Sacré défi, vous allez le voir. Très populaire sur TikTok. Écoutez comment cette TikTokeuse raconte sa routine écriture. Je commence par finir de planifier le premier acte de mon histoire. Je fais un résumé linéaire, chapitre par chapitre. Pour tenir le rythme, je fais des pauses de 5 minutes toutes les 25 minutes. Je mets une vidéo YouTube en fond qui me sert de chrono. Je pars récupérer 2 colis Vinted, c'est ma sortie du jour. Le midi, je prépare des repas en avance pour la semaine et je vide le frigo. Je m'accorde un petit quart d'heure lecture. Reprendre l'écriture, ça me donne toujours envie de me replonger dans un livre. Le café me remet dans une bonne dynamique pour écrire. C'est l'heure de la session du jour. J'utilise la même méthode que le matin. Je me lance dans le chapitre 1. Je vais pas au bout, mais j'écris 1900 mots. C'est un bon début. J'ai pas encore défini d'objectif. Peut-être que je me contenterai de viser un chapitre par jour. Vous, c'est quoi votre planning d'écriture du mois? Est-ce que vous participez au challenge? Ouf! Il y a quelques jours, ce challenge mondial a publié une mise au point sur l'utilisation de l'intelligence artificielle qui a mis le feu aux poudres. Je cite, Nano ne condamne pas l'utilisation de l'IA. D'ailleurs, condamner catégoriquement l'intelligence artificielle serait classiste. Fin de citation. Réaction immédiate, des auteurs ont démissionné du comité d'organisation et beaucoup d'internautes appellent au boycott comme Stéphanie. J'ai supprimé mon compte Nano et vous devriez faire la même chose. L'intelligence artificielle, c'est du vol. Point final. Dans certaines vidéos, les internautes ont les larmes aux yeux. Alors en fait, cette question, Stéphane, du recours de l'IA pour écrire pose des problèmes bien au-delà de ce concours. Oui, aux États-Unis, les concours de nouvelles tombent comme des mouches. Trop de manuscrits ChatGPT arrivent dans les boîtes mail. Un concours de science-fiction a fermé boutique après avoir reçu 20 nouvelles avec le même titre. The Last Hope, c'était une idée de ChatGPT. Au Japon, Rikuda
Sudan, lauréate 2023 de l'équivalent nippon du prix Goncourt, a révélé qu'elle avait utilisé ChatGPT pour écrire 5% de son roman. L'IA a libéré ma créativité, dit-elle. En Chine, Mo Yan, prix Nobel de littérature, a reconnu qu'il avait déjà utilisé ChatGPT pour vaincre l'angoisse de la page blanche. Alors la vraie question, c'est est-ce que ChatGPT est capable de produire de la littérature ? Pour répondre à cette question, direction la Sorbonne, Alexandre Geffen, chercheur au CNRS qui dirige un programme sur l'IA et la littérature, me reçoit au milieu des boiseries de la bibliothèque de littérature comparée. Alors, ChatGPT peut-il remplacer la plume d'un écrivain ? Non, pas à ce stade, pour des raisons à la fois techniques, parce qu'il n'est pas capable d'écrire des textes longs et de gérer des questions de cohérence d'un personnage sur plusieurs chapitres, et puis plus fondamentalement, ChatGPT, c'est un modèle qui est destiné à être mis entre les mains de toutes et tous. Donc il est très contrôlé, très censuré, très positif, il n'y a pas de mauvais sentiments, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de sexe. Faire un bon roman sans mauvais sentiments, sans violence, sans sexe, c'est très compliqué. En fait, pour Alexandre Geffen, ChatGPT est juste un outil de plus, comme le dictionnaire des rimes apparu au 19e siècle. Et cet outil a des limites, mais il est très bon pour décrire des scènes réalistes. Un écrivain, c'est quelque chose qui est capable de sortir des morceaux d'histoire humaine, des types d'expériences totalement atypiques, totalement inattendus. Et ChatGPT, il va chercher dans la norme. C'est une machine statistique, c'est une machine à faire des moyennes. Ça peut aider, je trouve, pour trouver des choses qui doivent correspondre à un certain degré de réalisme. Il y a des dialogues de la vie de tous les jours, parce qu'il a beaucoup d'exemples de la vie de tous les jours. Pour ce genre de dialogue, un peu Houellebecquien, pour des situations standards réalistes, eh bien, ChatGPT est meilleur. Alors, ça voudrait dire que ChatGPT est capable de singer des auteurs comme Houellebecq. Vous avez testé, Stéphane ? Eh oui, bien sûr. Bonjour ChatGPT, je suis un écrivain en mal d'inspiration. Est-ce que tu peux me donner un coup de main pour rédiger un petit texte littéraire autour d'une histoire que j'ai en tête ? L'histoire de Fabienne, une animatrice radio au firmament de sa carrière qui décide de tout plaquer du jour au lendemain, de fuir Paris et de s'installer à Royan pour lancer un concessionnaire Harley-Davidson. Alors c'est parti, on commence à la manière de Marcel Proust. À mesure que les heures radiophoniques s'écoulaient, monotones et régulières, Fabienne, dont la voix avait été des années durant la douce compagne des auditeurs éparses, sentait croître en elle une langueur indicible. On enchaîne à la manière de Virginie Despentes. Fabienne en avait marre. Marre de la radio, marre de Paris, marre de cette vie de merde où tout est prévu à l'avance. Alors un matin, elle a lâché l'antenne en pleine émission. Basta, plus de Fabienne dans les oreilles des auditeurs. Elle a pris le premier train pour Royan, ce bled paumé qu'elle avait vu sur une carte par hasard. Ah, c'est vraiment du Virginie Despentes. Attention, on envoie Michel Houellebecq. Là-bas, elle ouvrit un concessionnaire Harley-Davidson. C'était absurde, mais cela lui ressemblait. Fabienne n'avait jamais cherché à comprendre le sens de sa vie. Et voilà, Amélie Nothomb. Les habitants furent d'abord sceptiques, mais très vite, ils la regardèrent comme on regarde une reine déchue, fascinée par sa chute, éblouie par son audace. Retour à Virginie Despentes pour la chute. Attention, ça pique. Fabienne allait enfin vivre pour elle, pas pour des cons qui écoutaient sans l'entendre. Mort aux cons. Team Virginie Despentes, un petit peu quand même. Mais c'était quoi la longueur, comment On y reviendra à Proust, c'était bien. Allez, Stéphane Jourdain, à jeudi prochain.